Bonjour tout le monde, donc c'est mon tour. Dans l'idée, en fait, comme Grégoire vient de l'exposer, l'objectif là de ce petit temps qu'on va passer ensemble, c'est de vous présenter à la fois notre vision, nos observations et en toile de fond également les solutions qu'on propose aux acteurs de l'événementiel. Et pour ça, je vais m'appuyer déjà sur un petit peu d'histoire. Et parce que finalement, les acteurs du l'événementiel, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on faisait. Pierre-Henri l'a évoqué tout à l'heure. On a démarré en étant organisateur d'événements. Et la première solution qu'on a développée, parmi les 6 que vous voyez derrière, finalement, c'était la solution dont on avait besoin pour que les gens s'inscrivent à notre événement, qui était Vélotour, qui existe toujours d'ailleurs, qui s'appelle Vélotour, avec un enjeu principal de dire il faut que les gens aillent sur un site internet, ce qui n'était pas forcément évident encore au début des années 2000, achètent une place, ce qui était encore moins évident, et pour éviter ce qu'on a fait sur les premières éditions, de tenir un stand en centre-ville pour faire connaître l'événement pendant un mois, et tous les matins, comme si on était au marché, monter le stand sur la place François Rude, dans le centre-ville de Dijon, et vendre des tickets, vendre des inscriptions à notre événement. La première année, on fait 3000 personnes, malgré tout, peut-être 20% en ligne. La deuxième année, on fait 5000 personnes, on commence à avoir une chouette visibilité et à faire finalement un événement d'une certaine ampleur. Et on fait déjà 50-60% d'inscriptions en ligne. Et donc de là, on se dit, notre besoin, on n'a pas réussi à trouver des acteurs pour le faire, on va le faire nous-mêmes. On va répondre à notre première problématique d'organisateur d'événements qui est vendre facilement des tickets. Et là, on lance WizTicket. Et de fil en aiguille, finalement, à chaque fois dans notre parcours, on a toujours été dans résoudre des problèmes avec une techno, nos problèmes, et après des problèmes, finalement, on a de moins en moins organisé, mais finalement les problèmes après de nos clients. Donc on vient derrière créer assez naturellement WizAccess, parce que finalement nos premiers billets, il y avait bien un code barre dessus, mais c'était le même code barre pour tout le monde, donc bon, pas très utile. Donc on s'est dit, bon, bah, maintenant il faut qu'on fasse un vrai code barre et une vraie solution de contrôle d'accès. Donc ça arrivé très vite après le lancement en 2008, on va dire en 2009. On a mis peut-être 6 mois, 1 an à avoir la solution qui va de pair avec la billetterie et le contrôle d'accès. Puis après, on s'est dit, tiens, aujourd'hui, on fait des événements sportifs ou étudiants, où on est un peu sur cette cible-là initiale. On s'est dit, on va aussi essayer d'adresser et de proposer une solution à des gens qui vendent du placement numéroté, comme dans des clubs de sport. Et donc là, paf, on bascule sur Passifa et de la modélisation 3D pour adresser ce marché. C'est ce qu'on voit ici. Derrière, on se dit, tiens, maintenant qu'on fait beaucoup de billetterie, etc., on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui est encore très archaïque dans les organisations d'événements, c'est la fameuse boîte à chaussures pour gérer les buvettes et entasser le cash dans les boîtes à chaussures. Et, des boîtes à chaussures, c'était peut-être le pire, mais bon, globalement, ça ressemblait à une boîte à chaussures. Et donc là, on s'est dit, tiens, on doit faire quelque chose aussi là-dessus et apporter une techno pour que finalement chaque organisateur d'événements, au même titre que on parlait du retail juste avant, ont une caisse enregistreuse, de leur mettre entre les mains une caisse enregistreuse adaptée au monde de l'événementiel et leur permettre d'encaisser des moyens de paiement. Là, on a lancé des moyens de paiement notamment hors espèces, donc cashless, avec des puces NFC, mais aussi maintenant du paiement par carte bancaire, etc., qui s'est beaucoup démocratisé. Et c'est comme ça qu'on est venu finalement apporter aussi une techno pour pouvoir rendre plus professionnel, plus efficace et finalement, je dirais, à jour les solutions d'encaissement dans des événements qui accueillent beaucoup de public sur des temps très courts. Le micro est toujours là. Ou le WizPay. Et les 2 dernières solutions sont plus récentes. La dernière problématique, la problématique suivante sur laquelle on s'est attardé, c'est de se dire, bon ok, on leur donne des solutions pour optimiser, mieux vendre, mieux connaître leur public, mais finalement le sujet aussi, c'est aider les organisateurs d'événements, et au travers de ça, nous-mêmes aussi encore avec Vélotour, à vendre plus de billets. Et vendre plus de billets, c'est de travailler autour de sa base de données, WizTarget, et de commencer à explorer des solutions basiques d'envoi d'email, etc., pour solliciter sa base de données. Rien de sorcier, mais l'idée ici, c'est de dire comment je vais pouvoir aussi aider, comment on va pouvoir aider les organisateurs d'événements à vendre davantage de places et à remplir finalement leurs enceintes sportives. Et le petit dernier, qui a 1 an maintenant chez nous, c'est WizCrew.
Donc c'est le petit dernier là en bas à droite. Et là, de manière aussi assez à force, hein, finalement, ça c'est ne serait-ce que toujours de l'observation des événements sur lesquels on se rend. Là, on se rend évidemment compte depuis un moment, mais on n'avait toujours pas adressé, qu'il restait quelque chose. On adresse le grand public, on adresse les partenaires avec les invitations, les plateformes partenaires, etc. Mais qu'est-ce qui se passe pour les gens qui travaillent sur les événements, bénévoles ou prestataires, sécurité, comme pour faire un point avec ce qu'on évoquait le premier workshop de ce matin, mais les agents de sécurité, enfin tous les gens qui travaillent et qui sont accrédités sur un événement, il leur faut aussi une solution pour faciliter ce parcours-là, l'enregistrement, l'attribution des accréditations, etc. Et c'est là qu'on s'est réunis avec Recrutir il y a un an pour proposer aussi dans la galaxie de WizEvent une solution pour ce dernier public qui fait l'événement et qui est sur l'événement, qui peut même représenter des fois beaucoup de personnes sur un événement. Sur un événement comme par exemple les Vieilles Charrues, un des plus grands festivals français, les bénévoles ou les volontaires, c'est 6000 personnes. Sur les Jeux Olympiques qu'on évoquait tout à l'heure, c'est aussi des centaines de milliers de personnes et donc du coup une population particulière et il y a besoin aussi de techno pour pouvoir mieux les adresser et mieux travailler avec eux. Une fois ce petit parcours historique de quelles sont les problématiques qu'on a adressées, ça c'est les 6 premières, je pense qu'il y en aura peut-être encore 10 suivantes. Voilà, ça fait comme disait Grégoire 16 ans qu'on s'attarde à solutionner et à apporter des solutions et c'est vraiment notre leitmotiv et c'est là-dessus qu'on construit à chaque fois le futur et de WizEvent. Là je vais revenir finalement et là je vais plutôt rentrer sur des petites thématiques regroupées en 3 grandes parties. La première qui est finalement le volet billetterie au sens large, parce que je vais réaborder des sous-produits de billetterie à l'intérieur. Une deuxième qui est le contrôle d'accès. Et le troisième qui est finalement optimiser les revenus F&B sur vos événements. Donc, la première chose, et ça fait écho pour ceux qui ont pu le voir au 3e étage tout à l'heure, là, au moment du déjeuner, parce que je vais vous présenter Pacifa, et que lorsqu'on se lance finalement dans la 3D, évidemment, si vous avez pu aller voir là-haut, bon, c'est plus immersif, ça peut encourager de l'upsell, donc de vendre des places premium plus chères, de catégorie 1, etc. C'est une expérience plus premium et plus sexy de vendre finalement de la 3D, et potentiellement, ça permet aussi de mettre en avant les marques, les sponsors des événements. Ok, tout ça c'est très bien, mais surtout ce que ça change, la 3D, c'est le paradigme. On n'est plus en train d'acheter un siège dans un stade, un endroit. Ce qu'on achète, c'est une vue. Et ça change tout. Aujourd'hui, ça fait longtemps que Pacifa est utilisé sur pas mal de solutions de billetterie, dont WizEvent, mais aussi d'autres solutions de billetterie pour d'autres clubs ou d'autres grands événements sportifs à travers le monde, mais surtout l'Europe. Aujourd'hui, c'est encore assez sous-exploité et je vais vous l'illustrer juste après, avec 3 super références françaises pour le coup, l'Opéra de Paris, le PSG et Roland-Garros. Donc ici, on a la modélisation 3D pour se rendre compte de finalement la vue que je vais avoir in fine lorsque j'achète une place dans l'enceinte sportive. Ça, c'est l'objectif. Mais là où je voulais en venir, c'est que il y a finalement la grande différence et le parallèle qu'on pourrait faire avec d'autres scénarios d'achat. Lorsque je prends un exemple, lorsqu'on regarde par exemple un appart pour le louer sur Airbnb, on va check, si jamais il y a un plan de l'appartement, très bien. Pour moi, c'est la première image ici en bas à gauche de Roland-Garros. Bon, ok, il y a un plan. Après, éventuellement, une géolocalisation. Donc là, c'est là où je vais faire mon picking sur l'image 2 pour choisir finalement où je veux être dans la ville et là où je veux être dans le stade. Mais in fine, ce qui fait la différence, ce qui crée de l'émotion, ce qui permet de me rendre compte de ce que j'achète, c'est cette vue-là, c'est la dernière. Donc là, en plus, avec Pacifa, il y a les avatars, donc on a le public, etc. Et finalement, ce que j'achète, c'est ce point de vue dans cette enceinte sportive, ici à Roland-Garros. Et ça change un peu tout le parcours d'achat qu'on pourrait envisager et sur lequel on pourrait se projeter demain, où finalement, ce que je vais venir ici présenter et mettre davantage en avant, c'est les différentes vues et les différents points de vue
que je vends au sein de mon parcours d'achat pour le prochain match. Et pour finir là-dessus, notre objectif, c'est de revoir les parcours d'achat, parce que là, du coup, on a la vision pour mettre ça beaucoup plus en avant. Et notre objectif aussi, c'est de rendre beaucoup plus sexy l'ensemble des billetteries qui font du placement numéroté et de le rendre accessible. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est les top références. Le sujet, c'est que demain, tous les acteurs qui font du placement numéroté puissent être dans cette dynamique-là de présentation de leurs offres, finalement, de billetterie à leur public. J'ai fait un petit détour rapidement, on a évoqué tout à l'heure sur les plateformes partenaires. Ça aussi, c'est quelque chose qui a souvent été sous-estimé et qui est finalement quelque chose chez nous qui a démarré très très vite, les plateformes partenaires. Donc les partenaires sont un revenu essentiel pour les clubs et pour les événements en règle générale. Le sujet ici, c'est de se dire, bon, il faut qu'on leur livre une expérience de qualité pour mon partenaire. Donc la gestion de mon partenaire, c'est essentiel. C'est que pour lui, il faut que ça soit simple, pour qu'il puisse inviter ses partenaires à lui-même, ses clients, ses fournisseurs, en tout cas qu'il puisse facilement attribuer des places. Et donc très rapidement, finalement, dès 2 ans après le lancement de WizEvent, on s'est attardé à développer la V0 de notre plateforme d'invitation. D'ailleurs, c'était pour des hospitalités au Stade de France à l'occasion des matchs destination. Il y avait un espace à proximité du Stade de France qui s'appelait les Ateliers Christophe. Et pour chaque match du 15 de France, il y avait globalement 1200 invités. Et ces 1200 invités étaient en cascade, gérés par des agences. Donc il y avait des agences, Avasport à l'époque, qui avaient peut-être 300 invités. Mais derrière Avasport, il y avait 12 entreprises, EDF, etc., etc. Et finalement, c'était les responsables de ces entreprises, voire même les responsables de départements de ces entreprises, qui eux-mêmes avaient un espace pour pouvoir inviter leurs clients à cet événement. Et donc, c'était essentiel pour nous de tout de suite construire quelque chose en cascade qui permet finalement d'attribuer comme ça en cascade à des niveaux pour que finalement la puissance invitante finale, qui est le département X de chez EDF, invite lui-même ses clients. Et on n'a pas arrêté d'enrichir cette plateforme partenaire au fil du temps, et les dernières innovations qu'on a apportées sur cette plateforme, qui évidemment fait du numéroté aujourd'hui, mais c'est de pouvoir tout monitorer et donner accès finalement à son partenaire à ces informations-là. Et notamment, qu'est-ce qu'on monitore ? On monitore, est-ce que j'ai envoyé l'invitation ? Est-ce que le mail est bien parti ? Est-ce que le mail a été reçu ? Est-ce que mon invité est venu ? C'est-à-dire que c'est aussi très intéressant pour le partenaire de se rendre compte, notamment lorsque j'invite beaucoup de gens, si j'invite 3 personnes dans une loge, je sais s'il est venu ou s'il n'est pas venu. Mais si j'invite 200 personnes, c'est intéressant de se rendre compte et d'être transparent avec son partenaire, qu'il puisse lui-même suivre et voir, même en live pendant l'événement, est-ce que cette personne-là, elle est bien arrivée, est-ce qu'elle est bien venue, est-ce qu'elle n'est pas venue, etc., etc. Et donc du coup, de pouvoir à la fois pour l'organisateur d'un événement de déléguer avec un outil pro et qu'on peut facilement prendre en main à son partenaire, c'est de lui donner l'autonomie pour que lui-même puisse gérer ses invitations et en retour avoir, en tant que producteur ou organisateur de l'événement, du match ou directeur du marketing d'un club, de pouvoir avoir aussi accès à toute cette information-là. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on a continué et on continue de travailler, mais qui est chez nous un point très important, parce qu'il ne s'agit pas juste de faire de la vente de grand public, mais aussi de très bien travailler ces offres partenaires. Rapidement sur Crew, mais je l'ai déjà évoqué juste avant, au niveau des accréditations. Là, c'est de la même manière. On applique finalement le même système sur les accréditations. L'enjeu ici, c'est que ça vite un sac de nœuds et des heures de travail pour pouvoir remettre tout le monde sur une plateforme et pouvoir donner des accréditations permanentes. C'est plus facile, c'est une fois par an lorsqu'on est sur un club, mais des accréditations pour chaque match, pour chaque personne qui vont venir travailler de manière éphémère, en tout cas sur 1, 2, 3 matchs, en tout cas pour mettre en œuvre la manifestation. Et donc là, du coup, l'enjeu, c'est de la même manière d'avoir des solutions de délégation et des solutions de pilotage, où je vais pouvoir, en fonction de chaque public, avoir un responsable qui va pouvoir dire « Ok, ce type de personne, il a ces accès-là, celui-là, il a ces accès-là », et de tout ça, de pouvoir l'automatiser, le répliquer et construire, parce que finalement, il y a souvent une récurrence au niveau des accrédités, de construire cette base de données pour éviter qu'à chaque match ou à chaque
fois que j'ai besoin d'accréditer quelqu'un, je repars de zéro. Donc je pars de ma base, et cette base, elle va venir être actualisée. Et si moi, demain, je suis le prestataire sécu, j'ai toutes les personnes que j'ai déjà accréditées pour une première fois, et je vais pouvoir en rajouter si besoin, et leur attribuer les accès dont ils ont besoin pour pouvoir travailler. Donc ça, c'est la partie crew. Et le dernier point sur lequel, là pour le coup, jusqu'à présent, c'est des solutions sur lesquelles on travaille et qui sont déjà disponibles. Et là, c'est des solutions sur lesquelles aussi on bosse. C'est l'un des petits derniers qui était WizTarget, où désormais, avec notre solution, vous avez la possibilité d'envoyer des emails, SMS, etc. Et aujourd'hui, ce qu'on réfléchit, c'est comment s'intégrer avec d'autres renforcer les liens avec des partenaires avec lesquels on travaille, notamment des partenaires qui gèrent du CRM ou qui gèrent des campagnes marketing, pour pouvoir mieux s'intégrer avec eux, voire même nous, des fois, proposer des solutions qui permettent d'aller au-delà du simple envoi d'email ou au-delà de l'envoi de l'SMS sur une base client. Donc nous, notre parti pris, c'est de dire, vous connaissez vos clients, vous avez une base d'email, vous avez une base de contact, ce sont vos clients. Donc ici, on est à cet endroit-là. Et notre sujet, c'est de se dire comment, c'est déjà le travail que vous faites aujourd'hui, mais comment on s'attarde à élargir l'audience, mais de manière concentrique, donc d'aller un poil plus loin, de travailler par exemple déjà sur le visitorat de mes réseaux sociaux, le visitorat de mon site internet, de pouvoir capter cette audience pour pouvoir après déclencher des campagnes de retargeting ou des campagnes méta, des campagnes AdWords, et tout ça piloté au sein d'un même outil, et surtout un outil qui vous permet de mesurer votre transformation in fine. Parce que le nerf de la guerre à la fin, c'est de se dire, ok, j'ai investi tant dans des campagnes méta, j'ai investi tant dans des campagnes AdWords, j'ai investi tant dans du retargeting, qu'est-ce que ça donne en nombre de places achetées et en revenus générés? Est-ce que ces campagnes elles ont été efficaces, pas efficaces? Et donc de connecter ça très fortement avec la billetterie, et surtout de pouvoir dédoublonner les sources, c'est très important, parce que finalement, si vous investissez, là, je vais finir l'exemple là-dessus, mais si vous investissez 5 000 € sur Meta et 5 000 € sur AdWords, vous avez mis vos tracking, ça, tout le monde le fait sur chacun des outils, mais comme ce n'est pas centralisé en bout de ligne, quand une place a été vendue, s'il a été à la fois sur Meta et à la fois sur AdWords, il va être compté 2 fois. Donc ça va faire des super EORI, vous allez avoir des EORI x30, x50, x100 sur tous les canaux que vous allez activer, mais vous n'allez pas avoir la bonne granularité pour analyser la réalité de la performance des budgets que vous avez déployés sur plein d'outils et plein de plateformes marketing. Donc là, nous, on sent qu'il y a un enjeu de faire gagner en lisibilité, en efficacité et en puissance le travail des finalement départements de communication, des gens qui organisent des événements, et notamment des clubs. Un petit crochet vers le contrôle d'accès. Très rapidement aussi là-dessus, parce que j'ai envie d'aller au dernier point qui est les recettes buvettes sur les matchs. Le contrôle d'accès chez nous, il est arrivé très vite. Hein. On a vite passé de code barre unique à des codes barres différents sur chaque billet, je vous rassure. Aujourd'hui, on fait à peu près 20 millions de scans par an, ce qui nous positionne dans les plus grands acteurs qui font du contrôle d'accès sur des événements, évidemment. Et l'année dernière, on a eu la chance, donc je fais le lien avec les JO, qui est un peu un fil rouge aussi de cette journée. On a eu la chance de faire un énorme contrôle d'accès, donc un contrôle d'accès sur lequel on a scanné 4 millions pas de personnes, mais 4 millions de scans, sur lequel on a enregistré 1 200 000 personnes, et c'est les pages jeux. Donc pour rappel, les pages jeux, qu'est-ce que c'était? C'est la cérémonie d'ouverture, donc les 6 km des deux côtés de la scène, qui ont été complètement encerclés, fermés en zone hermétique 10-15 jours avant la cérémonie. Et à partir de cette date-là, à J-12, on a activé un contrôle d'accès. On a contrôlé les résidents, les personnes qui y travaillent, toutes les personnes qui avaient besoin d'accès dans cette zone, un peu comme une frontière, étaient contrôlées par les forces de l'ordre, avec nos appareils. Donc c'était un super défi pour nous, parce que ça nous a permis finalement d'accélérer notre développement sur cette brique, d'être en capacité d'avoir pas une base de données d'un très grand événement chez nous, c'est par exemple un Stade de France à 80 000 personnes. Non, là, ce n'est pas 80 000 personnes, là, c'est 800 000 personnes. Donc, c'est 10 Stades de France en même temps. C'est H24,
donc avec des grosses problématiques aussi de contrôle d'accès, et donc de durée, de batterie, d'optimisation, de tout ça pour pouvoir assurer un dispositif H24. C'est 1400 terminaux déployés en même temps, tout le long de la Seine, avec de mémoire 300 points de contrôle sur lesquels il y avait 3-4 forces de l'ordre qui ne sont pas forcément habitués à faire ça. Donc il y avait un sujet aussi de simplifier les interfaces, etc. etc. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a amélioré les interfaces, on a permis, ce qu'on ne faisait pas jusqu'à présent, ce qui peut être utile, notamment lorsqu'on gère des populations accréditées ou des populations avec un niveau de sécurité supérieur, on a permis aussi d'afficher sur le lecteur la photo de la personne. Donc pour accéder à certaines zones plus sécurisées, en l'occurrence là c'était très sécurisé, mais même dans vos événements, sur certaines zones, ça peut être intéressant d'afficher, notamment lorsque je suis avec des accrèdes tour de cou, de me rendre compte que c'est vraiment cette personne-là qui est en face de moi et que ce n'est pas juste le tour de cou qui a été déposé sur quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est une nouveauté. La deuxième nouveauté sur laquelle on a bossé, c'est que notre dispositif a toujours été offline pour éviter toute difficulté liée au réseau. Mais désormais, on a ce qu'on appelle le online first, pour éviter la fraude. Donc, demain, si je me positionne dans un stade, notre sujet, c'est de se dire, j'interroge le serveur central immédiatement. Si je n'ai pas un retour en dessous de 200 millisecondes, chaque appareil, donc chaque borne qui vont installer sur des tourniquets ou chaque pad en mobilité, a l'information et va permettre de faire rentrer la personne sans avoir le retour serveur, mais de manière instantanée. Et ce n'est pas perceptible en termes d'expérience spectateur. Le résultat, on l'a immédiatement. Si le réseau est là, c'est garantie anti-fraude. Si le réseau n'est pas là, ça ne bloque pas le flux. Parce que dans les accès, le sujet aussi, c'est de surtout pas bloquer le flux. On doit faire entrer énormément de personnes dans un temps limité, avec un nombre de portes limité. Et le premier danger, c'est de bloquer un accès. Je pense qu'on l'a tous vécu, parce qu'on a un problème technique ou parce qu'une perte de réseau ou pour n'importe quoi. On ne doit pas bloquer les accès parce que derrière, on s'expose à d'autres difficultés qui sont des difficultés finalement beaucoup plus graves de sécurité du public et d'expérience finalement de spectateur. Parce que si demain j'ai une attente de 2 heures pour entrer dans une enceinte sportive, évidemment ça ne va pas le faire. Ça fait évidemment, on bouline aussi des pertes de revenus si on fait le parallèle avec ce que je voulais aborder après, à savoir les revenus F&B. Et aujourd'hui, très rapidement, du coup, on a une solution qui est ultra robuste, qui a été éprouvée dans un contexte JO très, je dirais, au summum de la sécurité. On était en réunion hebdomadaire avec le préfet, etc., sur ces problématiques-là. Et on continue à investir là-dessus, et surtout, désormais, on a déjà pas mal de clubs qui nous suivent sur le contrôle d'accès fixe. Avant, on était très mobile, donc qu'avec des terminaux mobiles, comme vous le voyez à droite. Et désormais, on équipe tout type de tourniquets. Alors, ce n'est pas nous qui faisons les tourniquets, évidemment, mais on installe nos bornes sur tout type de tourniquets pour pouvoir déclencher l'ouverture des portes, comme vous pouvez les voir sur les deux photos ici à gauche. Donc, ces mêmes bornes, d'ailleurs, en autonomie, peuvent être utilisées aussi à l'entrée d'un salon partenaire pour augmenter la cadence d'entrée. Si demain, vous remettez des bracelets à tout le monde, donc c'est un contrôle visuel, mais vous pourriez, sur certaines zones, peut-être pas, ça dépend des zones, pas forcément les loges, j'en sais rien, ça dépend de vos zones, vous pourriez décider de dire, ok, là, je ne mets pas forcément un bracelet, mais je refais scanner le billet, je fais scanner le billet pour accéder dans cette zone A ou cette zone B. Ou alors, parce que ces bornes permettent de faire les deux choses, permettent aussi de scanner du NFC. Si jamais vous redonnez un bracelet NFC au public, aux partenaires, il va pouvoir scanner en entrée, voire même scanner en sortie, pour avoir en permanence le nombre de personnes qu'il y a dans la zone que vous êtes en train de contrôler. Pour attaquer maintenant la troisième partie que je voulais aborder avec vous, donc on est sur on a fait de la billetterie, les titres d'accès, on a contrôlé les titres d'accès, maintenant on arrive dans l'enceinte de l'événement. Et dans l'enceinte de l'événement, le troisième gros enjeu sur lequel vous travaillez, l'expérience sur lequel on doit travailler l'expérience, c'est notamment l'expérience F&B, donc boisson, nourriture, qu'on propose. Alors on vous a évoqué plein de cas tout à l'heure, j'entendais
d'une oreille, d'avoir une offre de la plus grande qualité possible. Mais ce qui est certain, c'est que ça fait partie de l'expérience spectateur. Manger et boire, c'est les besoins primaires de la pyramide de Maslow, et ça fait vraiment partie de l'expérience. Il faut délivrer quelque chose de qualité avec le moins d'attente possible. Enfin bref, il faut délivrer une prestation digne d'un restaurant, en tout cas dans s'en approcher le plus proche, et d'un bon restaurant. Nous, là-dessus, on collecte beaucoup de data. Et là, c'est quelque chose que je voulais vous montrer. Nous, on considère qu'on parle beaucoup quel est le revenu moyen par utilisateur, enfin par utilisateur, en l'occurrence pas utilisateur, c'est une plateforme SaaS, mais quel est le revenu moyen par spectateur sur un événement. Et bon, à laquelle on a 4 € au bar, 5 €, 10, 20, 30 dans les clubs. Et on fera le parallèle après avec Benjamin qui va intervenir sur les États-Unis. Dans les clubs de foot, par exemple, on est quand on fait du 3, 4, 5 € par spectateur, c'est déjà beaucoup. Dans le rugby, avec Bodega, machin, on peut peut-être monter à 8, 9. On est rarement à 10 € par spectateur, c'est déjà un score extraordinaire. Donc, un premier indicateur, c'est évidemment ça, c'est combien j'ai fait de chiffre d'affaires. Bon, okay. Maintenant, quand on va au-delà du chiffre d'affaires, il y a un autre indicateur qui nous semble prépondérant et très important pour améliorer vos opérations, c'est le rythme de commande, de service finalement, par barman, si on est dans le cadre d'une buvette, par heure. Et ça, c'est un indicateur ultra puissant. C'est de se dire finalement, ma buvette, combien de commandes elle va être capable de traiter par heure. Et donc du coup, en général, si la mi-temps dure 15 minutes, bah, du coup, on ramène à 15 minutes. Mais le rythme de commande est crucial. Et là, ce qu'on observe, c'est des très très fortes disparités en fonction des acteurs, en fonction de pas mal de choses. J'évoquais juste après les facteurs. Et ici, j'ai 2 exemples. Un premier exemple qui est à 45 commandes par heure par buvette, ici, là-haut, la première ligne rouge, et la deuxième qui est 90. Donc ici, on a ces 2 événements différents, 2 buvettes différentes, parce que ce sont dans des événements différents, évidemment, mais qui ont le même système d'encaissement, WithEvent, comme ça qu'on a récupéré la donnée. Donc du coup, déjà, la différence, elle ne se fait pas avec la technologie utilisée, qui ont la même profondeur de produits, donc à savoir 28 références à peu près des 2 côtés, 28 et 30 références, et la même complexité d'offres. C'est-à-dire que ces 2 événements, je dirais même pas la même complexité d'offres. C'est-à-dire que l'événement ici au-dessus ne servait pas de hard, donc faisait pas du whisky coca, gin tonic, etc. Servait finalement plutôt que de la bière et du soft, alors qu'en dessous, il y avait de la préparation, même minimaliste, mais ici, en dessous, il y avait de la préparation. Donc, malgré la préparation, on a un événement qui a fait 2 fois plus. Donc, comment on arrive à faire 2 fois plus ? On a coutume de dire qu'il y a 3 choses. Donc là, c'était la même offre, mais l'offre, je la mets quand même ici. Évidemment, si demain, on fait un point de vente qui sert que de la bière, il y a pas mal d'événements qui font ça, des points de vente monoproduits, une pinte de bière, machin, etc., ça va aller plus vite sur le service, c'est une évidence. Mais ça ne fait pas tout, parce que tout à l'heure, c'était la même offre, et il y en a un qui va 2 fois plus vite. Le deuxième sujet, c'est les équipes. Évidemment, les équipes, ça rentre en ligne de compte. Plus on a les équipes formées, motivées, qui connaissent leur métier, plus on est en capacité de délivrer une rapidité de service plus importante. Donc le facteur humain rentre dans le jeu. Et il y a un dernier facteur qui est pour moi et pour nous, dans nos observations, le plus important, et je vais pouvoir l'illustrer après, c'est l'agencement. Donc finalement, c'est comment est organisé mon point de vente. On estime que là-dessus, il y a un Pareto et que l'organisation du point de vente fait complètement la différence. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une organisation de point de vente ? Et je voulais l'illustrer derrière. Mais c'est des zones de travail dédiées, évidemment. C'est finalement, il y a un autre indicateur que vous verrez tout à l'heure, mais qui compte beaucoup, c'est le nombre de pas. Au final, moins je fais de pas, plus je suis efficace. Donc, il y a finalement 2 indicateurs. Mon rythme à suivre, quelque part. Le rythme de service que vous pourrez toujours suivre avec des outils comme WithEvent, pour voir le rythme de service par heure par barman. Et il y a 2 indicateurs plus d'observation qui est finalement combien mon serveur, combien de pas il va faire pour pouvoir servir à la mi-temps. Est-ce qu'il va faire 1000 pas ou est-ce qu'il va en faire 30 ? Et ça change tout. Donc ça, c'est les distances de service. Et après, de bien identifier le travail, donc les produits où ils sont positionnés, qu'ils soient toujours positionnés au même endroit. Finalement, ici, on est quelque part dans du taylorisme, mais c'est ça l'idée. Et taylorisme, ça ne veut pas dire non plus
quelque part pour l'expérience du serveur, ça ne veut pas non plus ça veut pas dire qu'on le transforme en robot, mais en lui facilitant le travail, il sera plus efficace et il vivra même lui une meilleure expérience. Et je vais vous l'illustrer juste après. Là, je vous montre deux exemples, le même exemple du même bar dans un événement, juste pour vous montrer à la fois la vision au niveau du bar, donc le front stage, où ici finalement j'ai deux positions de barman, parce qu'ici il y a deux caisses. J'ai deux caisses. Et derrière, il a une zone de travail globalement de 3 mètres, 3 mètres 50, dans lequel il y a tous les produits qu'il a à sa disposition au niveau de la vente. Et derrière ici, ce mur, il y a la zone de production. Parce que finalement, ce n'est pas lui qui fait ce facing et qui met en place tous les produits. Et donc là, par exemple, on va avoir une zone de production derrière. Alors c'est pas forcément adaptable évidemment à toutes les buvettes, toutes les contraintes buvettes, mais c'est juste pour illustrer qu'une bonne séparation des tâches, une bonne organisation du travail, c'est ça qui va vous faire passer de 45, dans mon exemple, à 90 commandes par heure. Et donc là, on voit que tout est vraiment mis à chaque endroit, donc tous les softs sont rangés où il faut, Là, on est dans un événement qui fait du hard, donc du coup, il y a certainement ici des verres avec du rhum, du verre avec du gin, du verre avec du whisky, et tout ça, c'est préparé, prédosé, et derrière, il y a juste à verser le coca pour faire la commande. Et si j'avance juste après, hop. Si j'avance ici, donc là, on a vu un peu l'organisation, et maintenant, on va le voir en live en mettant des vendeurs. Donc on va mettre des vendeurs, j'ai mis une caméra fixe, la qualité n'est pas exceptionnelle, mais ça permet comme d'illustrer. Caméra fixe sur un vendeur pendant 1 minute, voir comment ça travaille. Donc là, on va voir deux exemples. Un exemple ultra organisé ici, où on voit ici le vendeur, on voit bien l'organisation derrière faite en 2 rideaux avec un desk avec toute la préparation et finalement après le comptoir de service. Celui qu'on suit, c'est celui à la casquette. Et finalement, vous allez le voir, là, il y a peut-être déjà à sa troisième vente. Il ne court pas partout, là. Il va faire 8 ventes en 1 minute. Donc, du coup, il va même être très au-delà du rythme de 90 commandes à l'heure. Ça veut dire que globalement, en 10 minutes, il va être capable de servir 80 personnes différentes, ce qui est énorme. Et je n'ai pas l'impression qu'il n'en peut plus, qu'il dégouline, etc. Là, il travaille tranquille, il peut sourire, il peut échanger, il peut garder la convivialité avec le public. C'est juste que tout est optimisé et il n'a pas besoin de se déplacer. À l'inverse ici, on est dans un autre bar, d'un autre événement, et à chaque fois on est sur des événements qui accueillent 40 000 personnes. On est sur des gros événements, au moins 40 000 personnes. D'ailleurs, le premier c'est plutôt 80 000, c'est Rockwerter, et là à Paléo on est à 60 000 personnes. Et ici, ce qui m'intéresse, c'est pas tant ce qu'il est en train de faire là, il est en train de faire une vente. Ce qui m'intéresse, c'est les mouvements qu'il y a au niveau du bar. Face à la caméra, là, il y a 1, 2 passages, 3 passages. En fait, on se rend compte que derrière, avec une caméra fixe, je n'arrête pas d'avoir des passages devant la caméra. J'ai jusqu'à 8 passages en 1 minute de personnes qui passent devant moi et qui vont chercher des produits ou qui vont faire quelque chose. Et ça c'est à proscrire évidemment si on veut augmenter son rythme. Et ça coule de source, mais c'est intéressant de l'illustrer parce que c'est des vrais cas, c'est réel. Et lorsque vous observez demain vos buvettes, vous verrez ce genre de choses. Et vous confiez vos buvettes à des concessionnaires ou vous organisez vous-même buvettes, peu importe, tout le monde est intéressé à augmenter son chiffre d'affaires. Et augmenter son chiffre d'affaires, encore une fois, on est convaincu que ça passe avant tout par une bonne organisation et un bon agencement de ses buvettes. Alors, je vais regarder un petit 15 minutes. Alors, je vais accélérer un petit peu. Là, je vais aborder toujours dans le FNB, parce que là, du coup, on a parlé d'agencement, finalement, de choses qui ne sont pas très technologiques. Là, dans l'idée, c'est de se dire, bon, qu'est-ce qu'on apporte, quelles sont les nouveautés, ou quelles sont les nouvelles choses, ou qu'est-ce qu'on a observé, et comment on est venu résoudre des problèmes dans le cadre de déploiement de solutions de FNB derrière les buvettes.
Et donc du coup là, il y a 3 choses que je vais aborder. Le premier sujet qui est de la remonte fil pour des cas très particuliers, le click and collect, et derrière donc ça c'est 2 gros blocs, et derrière des illustrations de scénarios automatiques, à la fois dans des bornes autonomes de distribution de boissons, des bornes de restitution des co-cups, qui est un autre sujet. Et pour finir, notre nouvel outil de gestion des promotions et des discounts. Donc le remonte fil, qu'est-ce que c'est? Illustration ici avec un club. Hop, t'inquiète, je l'ai eu. Donc ici on est au Parc des Princes et qu'est-ce qu'on fait? On sort, le parti pris a été de dire je sors l'encaissement et la prise de commande, je la sors de la buvette et je le fais dans les fils. Pourquoi ils sont arrivés là? Ce n'est pas forcément utile dans les cas de figure. Si vous avez un mètre linéaire illimité, pas de problème. Là, on est dans des mètres linéaires restreints. Une buvette, elles sont en dur, en béton, etc. Si je veux augmenter ma surface de vente, il faut que je travaille autrement. Et donc, on a coutume de dire qu'une prise de commande, tout à l'heure, on a dit 45 de l'heure pour un rythme faible, 90 de l'heure pour un rythme élevé. Nous, on observe plutôt du 60 de l'heure. Okay, donc 60 commandes par heure. Donc finalement, 1 minute par commande. Sur 1 minute par commande, basiquement, il y en a 30 secondes qui est traitée sur la prise de commande et le paiement, et 30 secondes qui est sur le service. Et donc là, le parti pris a été de dire, OK, on ne peut pas augmenter les mètres linéaires. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que la prise de commande et le paiement, on va le sortir. On va garder... Je vais mettre l'illustration juste après. On va garder 5 bonhommes comme on avait avant, sauf que là, je vais en rajouter 3. Donc en rajoutant 3 sur 5, je vais augmenter de 20-30% ma capacité de service sur une mi-temps. Donc c'était ça le parti pris, c'était ça l'enjeu. C'est comme ça que ça s'est révélé être exact après avoir mis en place ce type de prise de commande dans cette enceinte. Donc en fonction des cas de figure, et notamment lorsqu'on a des événements qui sont sujets à des variations de fréquentation, soit de manière globale, là sur ce match-là, je vais faire 5000 personnes, sur ce match-là, je vais en faire 10 000. Donc 10 000, j'ouvre toutes les buvettes, 5 000, j'ouvre la moitié des buvettes, donc ça c'est le ratio de base. Mais peut-être que sur 10 000, je vais non seulement ouvrir toutes les buvettes, mais en plus mettre sur certaines buvettes un système en remonte fil pour rajouter de la capacité de vente et la capacité de service. Et à l'inverse, sur mon événement à 5 000, donc moitié de jauge, peut-être que je vais rester avec la moitié des buvettes ouvertes, mais ces moitiés de buvettes, je vais peut-être les armer différemment pendant le temps de la mi-temps ou à d'autres moments pour pouvoir augmenter la cadence à ce moment-là. Et donc là, ce qu'on a fait, hein, le parcours, je vous le refais très rapide, mais dans l'idée, il y a quelqu'un qui vient vous voir, qui du coup se positionne en remonte fil, qui va faire la vente. C'est une vente assez simple. En général, il y a il y a du soft, du snacking et en l'occurrence au PSG et de la food. Donc j'ai 3 écrans de vente. Je présente le premier écran, qu'est-ce que tu veux, le deuxième, qu'est-ce que tu veux, le troisième, qu'est-ce que tu veux. Je fais payer là, par carte bancaire. Une fois que le paiement a été fait, on les équipe d'une carte de pick-up NFC. Je positionne la carte de pick-up sur le terminal. Ça récupère la commande, ça écrit dessus pour éviter des problématiques de réseau ou quoi que ce soit. Donc cette carte de pick-up, elle est réutilisable évidemment. La personne la prend, arrive au comptoir et le comptoir devient finalement que du retrait, du pick-up, présente la carte elle est lue par un appareil qui affiche la commande à servir. Et là, je sers la commande. C'est comme ça que c'est traité, et c'est traité en circuit fermé. La carte, une fois qu'elle a été validée au retrait, elle peut être réutilisée à la vente. On n'est pas obligé d'acheter des millions de cartes. Le fait d'être passé sur un support NFC nous évite finalement d'être sur des supports, ce qu'on avait fait au démarrage aussi, hein, parce qu'on évolue, qui était du ticket. Donc là, c'était des rouleaux de tickets sur lesquels il y avait un QR code. Et là, on avait 2 problèmes. Le premier problème, c'est que des tickets, qui est pas un premier sujet, au-delà de l'impact écologique et de la volonté de faire du paperless,
Le problème du ticket, c'est que le rouleau sur des terminaux mobiles, ils sont assez réduits et que potentiellement il faut le changer, que quand je le change, il faut que j'ai bien le consommable à proximité, que potentiellement je vais faire une rupture de service parce que j'ai plus de papier, parce que je vais mettre le papier à l'envers, parce que je ne suis pas bien formé, et ben du coup le ticket, il n'y aura rien imprimé dessus, etc., etc. Donc du coup, on essaie d'enlever, et ça, tout le monde a vécu ce genre de choses, on essaie d'enlever un maximum d'irritants finalement qui vont venir perturber la vente. C'est comme ça qu'on a supprimé le papier et qu'on est basculé à la carte. Et la dernière chose qui est intéressante sur le papier, c'est que lorsqu'on mettait le papier était remis au comptoir, au pick-up. Et au pick-up, qu'est-ce que faisait la personne qui sert le pick-up? Prend le papier et lit le papier. Parce que dessous était marqué ce qui devait servir, donc il se mettait à lire. Alors c'est pas forcément très bien écrit, enfin c'est petit, et puis il garde le papier, et puis finalement il ne scanne même pas le papier. Puis il met le papier à côté, il n'a pas été au bout de la procédure. Alors que là, on est sûr que de toute façon, pour pouvoir servir, il faut que la carte elle soit lue, parce qu'il ne peut pas lire à travers la carte. Donc là, il lit la carte, ça affiche qu'il doit servir, et il sert. Et donc en faisant cette problématique-là, donc encore une fois, le remonte fil, ça s'adapte en fonction de certains cas d'usage, et ça peut être intéressant. Lorsqu'on est limité physiquement, de pouvoir augmenter sa capacité de vente en finalement scindant en deux l'acte d'achat avec d'un côté la commande, le paiement et de l'autre côté le pick-up. Et ça s'inscrit bien, c'était la transition avec la slide d'après avec le click and collect, ça s'inscrit bien aussi dans la transformation peut-être, on va voir combien de temps ça prendra, mais dans la transformation finalement d'une buvette en un point de retrait. Parce que ici, là, ce qu'on a rajouté comme fil, ce qui n'est pas du tout dans le cas dans l'exemple que j'ai montré tout à l'heure, mais ici, on a rajouté une file qui est finalement qui est le click and collect. Quelque part, quelqu'un qui a fait, donc soit j'ai été voir quelqu'un qui m'a fait la vente et je récupère ma carte, soit avec mon téléphone, j'achète, j'ai mon QR code sur mon téléphone et finalement, je peux bypasser ici cette étape de prise de commande et de paiement pour aller tout de suite au retrait et présenter finalement mon QR code pour récupérer ma commande. Dans les événements de masse qu'on observe aussi souvent, enfin ce qu'on observe même, c'est lorsqu'est venu lorsqu'a commencé finalement l'histoire du click and collect, ça me permet de faire la transition, l'image derrière était beaucoup de dire un peu à l'Amazon ou à la restauration, c'est je commande, on prépare ma commande est mise dans un petit sac avec potentiellement avec mon numéro de commande dessus. Et derrière, soit on va venir le livrer à mon siège, donc ça c'est le click and delivery, soit je vais venir le récupérer et mon sac est déjà prêt. Et ça ne correspond pas forcément à la réalité de ce qu'est un événement de masse avec beaucoup de flux, beaucoup de quantité de personnes à servir, ou finalement avec peu de stockage derrière, parce qu'en plus je dois mettre du stockage derrière, de sacs pré-préparés, etc., on ne s'en sort pas. Bon, finalement, le sujet, il n'est pas tant la préparation, parce que la préparation bien organisée, elle prend 30 secondes. Donc le sujet, ce n'est pas la préparation, le sujet, c'est de séparer les tâches. Et donc préparer en amont, ça ne sert strictement à rien pour augmenter la cadence. C'est juste un service supplémentaire, éventuellement avec de la livraison, mais ça rentre dans des complexités très fortes et très chronophages en RH, avec une expérience qui peut vite ne pas être équivalente en fonction du temps que ça va mettre à arriver jusqu'à mon siège, etc. Et pas forcément du coup aussi adapté en fonction des enceintes sportives. Donc ça, c'est la première chose. Alors que là, on uniformise tout. La buvette devient un point de retrait. J'ai mon système de remonte fil si besoin. Et sinon, j'ai les fils directs d'accès à la buvette pour venir retirer la commande que j'ai précommandée. L'autre intérêt de ce type de vente, c'est que quand je suis avec mon téléphone, je suis seul, je suis tranquille, je n'ai pas une pression derrière moi pour aller vite, notamment dans les phases de rush. Et donc du coup là, je peux passer ma commande, voir tous les produits correctement et peut-être avoir des pushs aussi pour tiens, ajoute ci, ajoute ça, et augmenter mon panier. Ça, c'est quand je suis en self-service. Et on retrouve la même chose, on s'est aperçu de ça aussi en remonte fil, où finalement en remonte fil, également, il y a un temps plus privilégié, plus de proximité avec le vendeur et aussi plus de temps, parce que finalement on ne bloque pas forcément le flow, il y a 3 personnes qui sont là, mais ça passe derrière et c'est qu'une étape. Et quand je suis avec quelqu'un, que je l'accompagne dans la file et que je prends sa commande, il y a moins de stress et malgré le fait qu'il y a beaucoup de monde, il y a moins de stress pour la personne qui achète et qui prend un peu plus de temps et qui finalement se lâche un peu davantage potentiellement sur
sur sa prise de commande. C'est assez facile là de lui dire ce qu'on ne dira pas du tout à la buvette. Et au fait, il y a aussi le snack où il y a le truc popcorn pour ce match à 3 euros. Vous allez mettre de l'affichage, ce que vous voulez sur la buvette, mais ça ne sera jamais dit par quelqu'un derrière une buvette quand on est en phase de rush. Là, c'est plus facilement possible et donc du coup, ça incite à faire de la vente additionnelle. Donc on a déjà très largement abordé, c'est ce que je voulais aborder là, sur le click and collect. Donc là, c'est juste l'illustration de ce que je viens de raconter. La seule petit truc que je peux ajouter ici, c'est un exemple du Stade français, et l'autre côté, c'est des bornes du PSG. En réalité, ce n'est pas des bornes, et ça c'est juste un exemple que je trouve assez intéressant à raconter. À une époque, le Parc des Princes, donc le PSG plutôt, disait ok, on va mettre des bornes. Okay, il nous faut des bornes, on va mettre des bornes comme McDo, on va foutre des bornes dans le stade. Donc les bornes, c'est un investissement. Peut-être que c'est possible pour le PSG, mais en tout cas, ça aurait été plus compliqué à déployer à grande échelle. Mais surtout, c'est aussi un facteur limitant. C'est-à-dire que du coup, demain, si j'ai 10 bornes d'actives, j'ai 10 bornes d'actives avec 10 personnes qui font la commande en même temps, mais je suis limité à 10. Alors du coup, s'il faut aller plus loin, on va mettre 20, on peut être 30. Après, il y a un facteur limitant d'espace qui est toujours là. Donc c'est à la fois bien et pas bien. C'est-à-dire que c'est coûteux et ça reste un facteur limitant. Alors que le click and collect, dans l'esprit, c'est tout l'inverse. Le facteur, il n'est pas limitant parce que c'est le téléphone portable que vous avez dans votre poche. Et donc, du coup, ça démultiplie le point de vente. Et du coup, ce qu'ils ont fait, ils se sont dit, OK, on abandonne cette idée d'investissement là-dessus. Par contre, on va faire finalement un trompe-l'œil et on va faire des bornes en PLV, donc des fake bornes en PLV, dans lesquelles il y a un QR code en plein milieu qui dit en fait ceci n'est pas une borne, mais ceci est un QR code pour que tu puisses utiliser ton téléphone. Et du coup, c'est juste de la mise en avant du click and collect qui est du coup mise en avant chez eux à la fois dans les coursives, à proximité des buvettes ils ont dédié des buvettes à du pick-up, donc des buvettes dédiées qui acceptent que du click and collect. Donc pour accéder à cette buvette-là, c'est du click and collect. C'est la deuxième chose qu'ils ont faite. Et la troisième, c'est aussi des stickers sur les sièges, ce genre de choses. Mais finalement, le plan de com, de promotion de ce qu'ils ont appelé chez eux, d'un point de vue marketing, Flash Pay, quelque chose comme ça, ça a été du sticker sur les sièges, de la PLV fake born à proximité des buvettes qui était pour moi le troisième plan qui est aussi très important, qui elle était dédiée à du click and collect. Dernière chose qu'on voit de plus en plus, nous on s'intègre, c'était pour vous dire qu'on est aussi là-dessus et qu'on s'intègre avec déjà des solutions existantes sur le marché, c'est du self-service, donc avec des avantages, inconvénients, il y a toute une analyse à faire. En tout état de cause, nous, on ne fera jamais nous-mêmes des murs à bière, c'est pour prendre l'exemple ici des murs à bière. Par contre, on a des partenaires qui le font, avec lesquels on s'intègre, donc notamment du Drinky, Boxbar, qui est un exemple ici UK, en Angleterre, ou encore JDC, et qui doit être l'exemple à gauche, je pense. Et donc ici, l'idée, elle est toute simple, c'est de se dire, dans le cadre de mon événement, pour faire du monoproduit plus rapide, etc., quid de mettre en place finalement des bornes self-service pour pouvoir augmenter finalement aussi mes ventes sur monoproduit ou pas monoproduit d'ailleurs, parce que certains permettent de faire du multiproduit. Mais on est capable de vous accompagner aussi dans cette logique-là. Ceci étant dit, aujourd'hui, il y a des difficultés à trouver le bon modèle. C'est-à-dire que ça marche assez bien dans des exploitations à l'année, permanentes, un food court qui marche tous les jours de la semaine. Il y a une capacité à avoir une rentabilité, un intérêt, parce qu'en face, il y a des coûts RH aussi qui sont plus importants. Si à la place de ça, je mets des hommes toute l'année. Alors que sur de l'éphémère, sur un match, sur machin, c'est un peu plus compliqué de trouver le bon modèle. Et encore une fois, en termes de rapidité de service, rien n'égalera jamais, à mon sens, une bière tirée, pré-préparée quelques minutes avant, avec à 1 mètre de moi pour donner à quelqu'un. Donc là, ça, c'est imparable. Mais c'est quand même des choses intéressantes et c'est des vraies évolutions qui arrivent sur le marché.
et sur lequel je suis persuadé que les usages, il y a des cas d'usage où il y aura un intérêt et où demain vous serez peut-être à même de valoriser ça. Et pour venir encore sur des automates, des machines, la dernière chose que je voulais évoquer avec vous aujourd'hui, l'une des dernières choses que je voulais évoquer avec vous, il est quelle heure? Ouais, la dernière chose, on va dire, c'est le traitement le management des éco-cups. En fait, on a une expérimentation en cours. Il y a 3-4 entreprises qui sont approchées de nous là-dessus, avec lesquelles on fait des expérimentations. Donc, notamment Oxys avec le Royal Club d'Anvers, qui pour le coup est live depuis le mois de septembre, et c'est là-dessus que je m'appuie pour vous montrer les images. On a aussi une société d'éco-cup qui s'appelle Woobs, en française, avec laquelle on travaille là-dessus, et une dernière qui s'appelle Nostream. En fait, là, c'est pas très compliqué. L'enjeu, c'est de de pouvoir mieux appréhender les éco-cups, et notamment le retour consigne, et traiter les consignes. Donc les consignes, ça peut vite devenir un casse-tête. Dans un environnement close loop, donc avec un bracelet, c'est un peu plus facile de traiter. Est-ce que la personne a bien acheté, donc elle peut bien le rendre et éviter des vols ou de la déconsigne intempestive, etc., etc. Alors qu'à l'inverse, lorsqu'on est sur du paiement par carte bancaire ou espèce, et où je redonne des euros en espèces ou je recrédite des cartes bancaires, c'est beaucoup plus compliqué de s'assurer qu'il n'y ait pas de la fraude. Deux types de fraude. Une fraude au niveau du spectateur qui va ramener 200 gobelets, d'accord, la classique. Et le deuxième type de fraude, qui peut être encore plus dangereux, il est au niveau des opérateurs, notamment lorsqu'on fait des événements de masse avec énormément de monde, où finalement un opérateur malveillant déconsigne sans avoir des gobelets en face, parce qu'il n'y a pas vraiment un contrôle des verres qui sont revenus, etc. Et finalement, se retrouve avec un TPE inversé et peut se créditer différentes cartes bancaires de lui ou de complices de centaines d'euros, voire des milliers d'euros. On a déjà eu des fraudes à la déconsigne, et je tairai le nom, mais on a déjà eu des fraudes à la déconsigne qui chiffrent en dizaines de milliers d'euros. Donc c'est des choses qui arrivent et sur lesquelles c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'on met en place pour pouvoir contrecarrer ça. La première chose, c'est de se dire, je ne fais plus de consignes. Comme ça, le truc, il est radical. Il n'y a plus de consignes. S'il n'y a plus de consignes, il n'y a plus de déconsignes et il n'y a plus de sujet. Si à l'inverse, on souhaite rentrer dans une logique éco-friendly avec une vraie réutilisation des gobelets, etc., etc., là, la déconsigne existera toujours, la consigne aussi, et donc du coup, il y a un sujet de pouvoir le rendre plus facile en termes d'expérience pour le spectateur, plus facile en termes de gestion pour l'organisateur. Et eux, le sujet sur lequel ils sont en train de travailler et qu'ils sont en train de déployer, c'est finalement de mettre une puce NFC dans chacun des gobelets. Et le fonctionnement est assez basique. C'est lorsque je fais, au niveau du bar, du comptoir, j'ai des tapis, j'enregistre ma vente, je dis 2 bières, j'ai posé les 2 verres pleins sur ce tapis, et en fait ce tapis, il est relié à la vente, et enfin il est relié au système d'encaissement, et ce qui permet finalement d'associer ces 2 UID de verres au paiement, à la commande. Donc ces verres, ils ont été achetés. Ils ont été achetés, j'ai acheté 2 bières et finalement 2 verres. Et après ces verres, à la fin, je les mets dans des grands bacs, comme si je les jetais dans des grands bacs dédiés. Et lorsqu'ils sont jetés dans ces bacs, la puce, elle est lue. Et donc automatiquement, notamment lorsque j'ai payé par carte bancaire, sinon ça marche moins bien, mais là, du coup, là, c'est des dispositifs où il y a du paiement 100% par carte bancaire. Et du coup, je sais que ce verre, il est revenu. Je sais que ce verre, il est rattaché à cette commande, et donc à ce paiement de 18 euros ou de 16 euros. Et ce paiement de 16 euros, il avait 2 gobelets. Ces 2 gobelets sont revenus, donc je lui fais un recrédit automatique de 2 euros. Ce qui fait qu'à la fin, pour le spectateur, il a besoin de se soucier de rien, juste de remettre les verres à l'endroit où il doit remettre les verres, donc pas dans la poubelle, pas le laisser traîner ailleurs ou pas n'importe où. Non, il le met dans des conteneurs dédiés, et dans ce conteneur dédié, c'est compté et automatiquement recrédité. Ce qu'on fait même avec Oxys, pour la petite histoire, c'est qu'on capture toutes les cartes bancaires. Donc quand j'ai acheté 18, un verre, deux verres, 12 euros, mettons, j'ai acheté 12 euros, j'ai acheté 2 bières. Et en réalité, on ne soumet pas encore le paiement à la banque. On a capturé, on n'a pas soumis. On attend. Et à la fin du match,
enfin, il est capturé, l'argent il est sécurisé, il est sûr. Et à la fin du match, ce qu'on fait, c'est que du coup, automatiquement, des consignes arrivent, et finalement, la personne elle va être débitée que d'une seule fois de la commande moins les verts. Donc il n'y aura même pas eu d'opération à la fois de débit et de crédit de son côté. Donc ça, c'est tout nouveau, parce que les acteurs sont encore vraiment dans les prémices, ils sont en train de faire plutôt des proof of concept, donc ils testent un petit peu leurs solutions sur différents événements sur lesquels on est. Le plus avancé est en Belgique, mais il y en a d'autres en France qui vont arriver, et je pense que c'est des choses à surveiller qui peuvent être intéressantes, à la fois en termes de sécurisation de ces gobelets in fine qui peuvent se transformer en or, pour vous, les organisateurs, et tout en gardant une expérience participant, une expérience spectateur la plus simple et la plus efficace possible. Et le dernier point, je finirai là-dessus de manière très courte. Donc ça, c'est plutôt pour ceux qui nous utilisent déjà, parce que ça ne sera pas forcément la porte d'entrée pour d'autres. Mais on travaille énormément aujourd'hui à centraliser toutes les parties de remise et de scénarios de discount que vous pouvez faire, de bière achetée, une bière offerte, ou de donner l'équivalent de 10 € à consommer sur exclusivement les stands de food, ou de donner... ou par exemple faire une offre spéciale billetterie qui te donne une consommation illimitée pendant le match. Tout ce type d'offres, on construit un énorme dashboard dans lequel on peut toutes les implémenter, toutes les suivre, et donc du coup in fine vous pouvez vous dire tiens, l'offre que je viens de faire, par exemple même des fois avec une marque, je sais pas, Ricard ou Pernod Ricard en partenaire, et on fait un truc spécial sur les Ricard, et il y a je sais pas 400 Ricard offerts. Et du coup, on a tout le suivi, et le suivi de nombre de fois où ça a été utilisé, quand est-ce que ça a été utilisé, de chaque opération que vous pouvez faire, soit avec des partenaires de food et de boissons, soit que vous vous initiez vous-même pour enrichir votre offre billetterie, parce qu'au final, ce qu'on propose aux gens, c'est une offre globale d'un match ou d'un événement qui comprend, comme vous l'avez bien compris, la partie boisson et la partie food. Donc ça, c'est le dernière slide que je voulais vous présenter. Et voilà, j'ai fini. Merci pour votre attention. Derrière moi, allez-y.